Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un film qui a littéralement redéfini la science-fiction, Ghost in the Shell. Alors, Matrix est un animé japonais de 1995. Quel peut bien être le rapport? À première vue, on pourrait se dire qu'il n'y en a aucun. Et pourtant, il y a un lien très très fort entre les deux. Une petite idée? Eh bien ce lien, c'est justement ce film de 1995, Ghost in the Shell. C'est lui qui a servi d'inspiration, et pas qu'un peu. On parle d'une influence énorme sur des géants de la science-fiction, comme les Wachowski pour Matrix bien sûr, mais aussi James Cameron. Rien que ça. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, voilà le programme. On va d'abord voir pourquoi c'est un classique si influent. Ensuite, petit voyage en 2029 pour découvrir son univers. On se penchera sur la création de ce chef-d'œuvre, puis sur les grandes questions d'identité qu'il soulève. On verra aussi comment il est passé de l'échec au phénomène. Et pour finir, on parlera de son héritage, qui est tout simplement durable. Allez, on commence tout de suite. Comment est-ce qu'un film d'animation japonais a pu, à ce point, devenir une référence incontournable de la science-fiction dans le monde entier? C'est la question qu'on se pose. Et pour vraiment piger l'essence de Ghost in the Shell, il faut d'abord se plonger dans son monde. Direction 2029, un futur qui nous semble à la fois proche et complètement dépaysant. Il faut savoir que le film est un pilier du genre cybersunker. Mais c'est quoi le cybersunker? En gros, imaginez un futur pas si lointain où la technologie est partout, tout le temps. Des villes immenses, des inégalités sociales énormes et surtout, cette fameuse ligne de démarcation entre l'homme et la machine qui s'efface de plus en plus. Ok, petit topo sur l'histoire. On est en 2029, dans la ville de Newport City. On suit le Major Motoko Kusanagi, une cyborg, une agente d'élite de la section 9. Sa mission, c'est de choper un hacker super dangereux et introuvable, qu'on surnomme le Puppet Master. Sauf que, bien sûr, ça se complique. Une autre agence, la section 6, est aussi sur le coup, mais pour des raisons obscures liées à un certain projet 2501. Ça pose les bases. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, passons un peu en coulisses. Comment est-ce qu'on donne vie à une vision aussi complexe? Comment on en fait une œuvre qui marque autant les esprits? Alors tout commence avec la vision d'un homme, le réalisateur Mamoru Oshii. Il a eu un budget d'environ 6 millions de dollars. Ça peut paraître peu aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était une somme colossale. Et le défi pour le studio production IG, c'était d'adapter le manga de Masamune Shirow, qui est, disons-le, très, très dense. Et pour créer l'atmosphère unique du film, l'équipe a une idée absolument géniale. Le directeur artistique, Hiro Masaogura, est allé puiser son inspiration directement dans les rues de Hong Kong. C'est ce chaos vibrant, cette architecture incroyable qui donne à la ville du film son ambiance si palpable, à la fois vivante et décadente. Mais attention, le film n'est pas juste beau, c'était une vraie révolution technique. Ils ont fait un truc fou. Ils ont mélangé l'animation traditionnelle, celle dessinée à la main qui donne ce côté chaleureux, avec les toutes premières images de synthèse, le CGI. Et cette fusion, c'était parfait. Le résultat a créé une esthétique visuelle qui a non seulement bluffé tout le monde, mais qui a carrément établi un nouveau standard dans le monde de l'animation. Ok, le film est magnifique visuellement, on est d'accord. Mais si Ghost in the Shell nous fascine encore aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il nous balance en pleine figure des questions philosophiques vraiment, vertigineuses. Au fond, le film explore cette frontière de plus en plus floue entre l'humain et la machine. Et il pose une question qui est plus pertinente que jamais. Si on peut remplacer chaque partie de notre corps par de la technologie, à quel moment est-ce qu'on arrête d'être humain? Et pour illustrer ça, il y a un détail absolument fascinant. Dans la version originale japonaise, la toute première réplique du Major Kusanagi parle de ses menstruations. C'est un détail purement biologique qui la connecte à son humanité. Mais dans la version française, cette phrase a été changée en un simple problème d'alimentation. Un problème mécanique. Ce n'est pas anodin du tout, ça change complètement la perception du personnage et ça efface cette dualité essentielle entre sa part humaine et sa part de machine. C'est vraiment la question au cœur du film. Si le corps n'est qu'une enveloppe, une coquille, le shell, qu'on peut changer à volonté, et que l'esprit, le fantôme, le ghost, peut être hacké, copié ou même créé de A à Z, qu'est-ce qui nous définit vraiment? Qu'est-ce qui fait qu'on est nous? Et pourtant, on pourrait croire qu'un film aussi novateur et profond a tout de suite cartonné. Eh bien, pas du tout. Son parcours est presque aussi fou que son scénario. C'est simple, à sa sortie au cinéma au Japon, le film a été un échec commercial, un vrai flop. Le public n'a pas suivi, sans doute trop complexe, trop en avance. Mais tout change avec la sortie en vidéo à l'étranger. Là, c'est l'explosion. Le film devient un succès mondial et rapporte environ 43 millions de dollars. Un retournement de situation incroyable. C'est donc vraiment le marché de la vidéo qui a sauvé le film. C'est comme ça qu'il a trouvé son public, qu'il est passé du statut de déception commerciale à celui de classique culte international.
une réputation qui n'a fait que se renforcer au fil des ans. Et cet héritage, il est juste immense. On peut dire que le code de Ghost in the Shell continue de tourner, d'influencer la pop culture, même des décennies plus tard. Le succès a été tel qu'il a donné naissance à tout un univers. Après le film original de 95, il y a eu la série culte Standalone Complex, la suite magnifique Innocence, et même un remake et une adaptation live-action. Ça montre bien que la franchise a su rester pertinente et se réinventer au fil du temps. Et son empreinte, on la retrouve vraiment partout. Matrix lui doit une dette énorme, que ce soit pour les thèmes ou pour le style visuel. James Cameron l'a cité comme une de ses influences majeures. C'est tout simplement un des films fondateurs du cyberpunk. Et pour l'anecdote, on retrouve même des images du film dans le clip d'un tube des années 90, King of My Castle, de Wham du Project. Si. Au final, la question que posait Ghost in the Shell il y a presque 30 ans est peut-être encore plus pertinente aujourd'hui. Avec nos avatars, les IA, la réalité augmentée, où se situe vraiment la frontière entre notre esprit, notre ghost, et notre corps, notre shell? C'est peut-être ça le vrai génie du film. Il ne nous parlait pas d'un futur lointain, il nous parlait déjà de notre présent. De quoi réfléchir.